cher Claude, pour nous exposer un peu ton sentiment, ton point de vue. Et ensuite, vous aurez une grosse minute chacun pour poser une question, vous donner votre sentiment. Et ensuite, merci à Claude Membré de bien vouloir y répondre. Les micros sont fermés. Franck, il faut vraiment que tu allumes ta vidéo. Claude Membré, merci beaucoup, c'est à toi. Merci, bonsoir Enza, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de voir des visages connus pour cette réunion virtuelle. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir au sein du CDE. Enza m'a téléphoné il y a quelques jours pour me demander de vous parler finalement de ce qui était notre quotidien maintenant depuis le 28 février. Est-ce que les foires et les expos sont des victimes de cette crise du virus et comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Peut-être avant, vous rappeler un peu le déroulement des événements. Souvenez-vous, on est le 28 février. Même si le virus est en Chine depuis plusieurs semaines, on en parle dans les médias longuement, largement, en Italie également. Le Conseil fédéral, le 28 février, décide de supprimer, d'interdire les manifestations de plus de 1000 personnes. Le 28 février est un vendredi, le salon de l'auto ouvre un lundi, les camions amenant les voitures sont devant la porte, tous les stands sont montés, Palexpo est une ruche qui accueille ces centaines de personnes qui montent les stands et qui sont prêts à les exploiter durant 15 jours. Évidemment, il a fallu communiquer tout d'abord à la presse le fait que l'événement n'aurait pas lieu. Ensuite, il a fallu évidemment communiquer à notre personnel. Je les ai tous invités dans une salle, la salle de presse qui était montée pour les journées de la presse et leur signifier à quel point les décisions allaient influencer sur notre avenir. À court terme et puis à moyen terme, bien évidemment, on ne savait pas combien de temps tout ça allait durer. Les rassurer aussi également sur le fait que leur vie allait changer, mais je ne pouvais pas dire grand-chose finalement parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas très bien comment les choses allaient évoluer. Ensuite, on a tous vécu ça, chacun à sa manière, en découvrant le soir aux informations, en écoutant la radio, en regardant la télé, les mesures prises par le Conseil fédéral, Alain Berset ou tous ces gens qu'on a découverts de l'administration fédérale qui ont fait un travail fantastique pour préserver la santé des citoyennes et des citoyens. Période d'incertitude, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et puis parallèlement à cela, au sein de Palexpo, évidemment de travailler sur le calendrier parce que même si le salon de l'auto ne pouvait pas avoir lieu du 3 au 20 mars, il aurait eu on aurait eu d'autres événements. Et ces autres événements, on a dû prendre contact avec l'organisateur ou si c'est nous de prendre les décisions qui s'imposent. Donc tout d'abord, dans un premier temps, on les a décalés, quasi tous. Alors pas tous tout de suite, évidemment, tout ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris du temps de négociation, de discussion, de travail avec les avocats de différentes parties, des exposants, des organisateurs, des partenaires aussi, évidemment, qui comptent sur l'activité de Palexpo pour pouvoir travailler. Les hôteliers, les constructeurs de stands, les monteurs d'imagerie, par exemple, les travailleurs temporaires, c'est des milliers de gens qui sont attachés à notre activité. Je suis devenu un maître dans la force majeure depuis ce 28 février pour tenter de trouver des solutions qui soient acceptables à toutes les parties. Tout d'abord, décaler des événements à l'automne pour la plupart ou en annuler d'autres. Alors, par exemple, vous connaissez les gros événements Palexpo, le Salon des Inventions, on l'a décalé à l'automne, en septembre. Et puis, la semaine passée, finalement, on a décidé qu'il ne pourrait pas avoir lieu. En septembre, c'est dans 2 mois. La situation sanitaire internationale n'est pas stabilisée, donc on ne va pas pouvoir organiser ce salon au mois de septembre. Le salon de l'horlogerie, Watch and Wonders, des CHH, qui aurait dû avoir lieu en avril, celui-là ne peut pas, pour plein de raisons industrielles, se mettre à l'automne, donc on l'a annulé. Le salon de l'aviation, eBay, ça a été annulé. Les congrès médicaux ont été reportés ou annulés. Enfin, tous nos événements ont été reportés ou annulés. Il a fallu négocier âprement durant toutes ces semaines avec ces gens. Parallèlement à cela, depuis le 16 mars, tout le personnel de Palexpo a été mis au chômage partiel.
Quelques personnes sont restées, évidemment, notamment dans le cadre des ressources humaines pour s'occuper des formulaires RHT ou la comptabilité, finalement, qui n'était pas impactée parce qu'il a fallu évidemment boucler les sociétés, boucler les comptes et faire en sorte qu'on puisse faire les assemblées générales avant le 30 juin. Personnellement, je ne savais pas très bien comment faire et je dois reconnaître que je suis resté une demi-journée à la maison pour travailler depuis la maison. Ça ne m'a pas plu. Je suis revenu au bureau. J'étais tout seul. Finalement, j'ai essayé à nouveau une deuxième demi-journée vers la fin mars. Ça ne m'a pas plu non plus. Et je suis revenu. Et finalement, je me sens beaucoup mieux ici à Palais Expo. Ma porte est ouverte. J'ai l'impression d'être le capitaine sur un bateau. Le bateau est au port. Il n'est pas en cale sèche. Il est au port. Il attend de pouvoir repartir en mer. Et les marins, que sont nos collaboratrices et collaborateurs, viennent parfois me voir ici pour dire bonjour, pour prendre des nouvelles. Et puis, le fait que je sois sur mon bateau les rassure. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rester sur mon bateau et venir tous les matins, comme avant, au bureau à 7h30 et repartir le soir, de façon à être à leur disposition et puis régler, comme je vous l'ai dit, ce qui devait être réglé. Alors, psychologiquement, ce n'est pas toujours facile. Vous l'avez tous vécu également, toutes et tous, dans vos activités professionnelles. Des fois, on est tout feu, tout flamme et on se dit que ça va aller. Et puis le lendemain, on est 3 pieds sous le niveau de l'eau. On se dit, mais finalement, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Je suis également en contact avec mes collègues des autres centres d'exposition européens. Vous savez qu'on a des associations professionnelles qui règlent ce genre de cas. Tous mes collègues sont dans la même situation. Ils ont dû annuler, déplacer leurs événements. Donc, ce n'est pas seulement lié à Palexpo, ce n'est pas seulement lié à notre activité, c'est toute l'Europe qui s'est arrêtée. Également l'Asie, je connais très bien le directeur du centre d'expo de Shanghai. Je suis en contact avec lui presque chaque semaine, ou même en Amérique du Nord, avec New York et Washington notamment. Partout, c'est pareil. On est à l'arrêt et rien ne se passe. Alors évidemment, les conséquences sont importantes sur évidemment les événements, mais les partenaires, je vous les citais tout à l'heure, qui ont dû fermer aussi parce qu'ils ne peuvent pas continuer leur activité. Alors évidemment, on n'est pas responsable de ça, mais on se sent quand même un peu responsable du fait que tous ces gens attendent que l'on puisse repartir et puis avoir une activité qui leur permette eux-mêmes d'avoir également une activité. Alors on réfléchit à tout ça, on est en contact avec nos associations professionnelles, on regarde comment est-ce qu'on arrive à tenter de développer l'activité qui est la nôtre. Aujourd'hui, on ne voit rien, on ne sait pas du tout où on va. Alors on a essayé d'ouvrir un événement il y a 15 jours. C'était une conférence, on était 300 personnes, on avait le droit d'aller jusqu'à 300, donc on devait être 298 si ça se trouve. Une conférence, donc c'était des chaises espacées de 2 mètres chacune, avec des discours sur un podium qui était espacé de plusieurs dizaines de mètres. Après, on a organisé un cocktail, donc un cocktail était possible mais assis et pas debout. Donc on avait des espèces de petits chariots avec des verres de vin blanc et puis des verres d'eau, avec des petits paquets de chips qu'on a distribués à chacun qui était assis sur sa chaise à 2 mètres d'écart. Franchement, ce n'était pas une expérience fantastique. Alors, c'était amusant de repartir, de faire quelque chose, mais ce n'était pas une expérience fantastique. Et puis, le retour d'ailleurs n'était pas formidable de la part des participantes et participants, parce qu'il n'y a pas ce côté convivial que l'on recherche dans des événements en présentiel. On a appris ces adjectifs nouveaux qui nous permettent de vivre une expérience humaine finalement intéressante. Pour la suite, c'est bien, est-ce qu'on va pouvoir réouvrir les événements? Je ne sais pas. Aussi, on a décidé de décaler le Salon des Inventions à l'année prochaine. Le Salon du Livre, on a dû l'annuler parce que les exposants n'étaient pas prêts, les éditeurs ne sont pas prêts. Ils nous ont vraiment dit qu'ils n'étaient pas prêts à investir du temps et de l'argent pour les stands. Ils ont des grosses difficultés financières et surtout, ils ont peur que le visiteur ne vienne pas, que les gens ne viennent pas visiter les salons. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. Alors, nous avons lancé un événement en ville, un salon du livre en ville qui sera totalement décentralisé dans des librairies, dans des lieux culturels, dans des lieux un petit peu particuliers comme des piscines ou des cinémas ou des bureaux. Et on va tenter de faire travailler la chaîne du livre, que ce soit les auteurs, les éditeurs, les diffuseurs, les libraires,
puis évidemment les lecteurs que nous sommes tous, de façon à ce que la chaîne du livre puisse aussi repartir tant que faire se peut à la fin du mois d'octobre. Nous avons décidé de faire le salon EPAJ, donc c'est le salon des sous-traitants horlogers, parce que beaucoup d'entre eux, c'est environ 800 exposants. Environ la moitié d'entre eux nous ont signifié qu'ils souhaitaient quand même participer à un événement en septembre et une autre moitié a souhaité ne pas participer. Donc, on va essayer de mettre sur pied cet événement quand même au mois de septembre. Mais d'ici là, est-ce que les mesures sanitaires seront changées? Est-ce que la deuxième vague sera arrivée? Est-ce que les gens auront envie de se mélanger? Rien n'est moins sûr. Donc, nous sommes dans une incertitude la plus totale qui est déstabilisante et qui est parfois émotionnellement compliquée à vivre pour moi aussi, mais également pour toutes celles et ceux qui font le personnel de Palexpo et les partenaires, encore une fois, qui sont indispensables à la réussite de nos événements. Les événements de demain seront-ils différents? C'est ce sur quoi Enza voulait que je m'exprime. Oui, ils seront différents, vraisemblablement. Il y aura une partie qui sera en réel, parce que l'humain est un animal social qui doit se rencontrer. Par contre, une partie sera aussi en virtuel et il faut imaginer des événements hybrides demain. On va devoir, à l'instar de toute entreprise, travailler sur les données de nos clients, que ce soit les organisateurs, les exposants, les visiteurs, les partenaires. Donc, travailler sur les données, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur les réseaux sociaux, sur du streaming, par exemple, ou sur différents types d'activités qui sera et en digital et en présentiel. Donc, ce qui va clairement influencer sur non seulement la rentabilité des événements, mais également le nombre de gens qui vont s'y rendre. Est-ce que demain, on va pouvoir se déplacer ou est-ce qu'on va vouloir se déplacer comme avant en avion pour faire une réunion à Francfort ou bien un week-end à Barcelone? Rien n'est moins sûr et je pense que le développement durable va jouer un rôle important dans les événements dans le futur, ce qui est une bonne chose. Vous savez que Palexpo est très actif dans le développement durable depuis longtemps. D'ailleurs, nous sommes des précurseurs dans la gestion durable d'un site d'exposition. On m'invite d'ailleurs pour faire des conférences là-dessus et on va continuer à s'investir en temps et en énergie pour que les événements soient encore plus durables, ce qui nous paraît toujours normal ou de manière… est-ce qu'il est toujours logique finalement de transporter des milliers de tonnes de matériel pour construire des stands, pour les exploiter pendant quelques jours et après les recycler ou les jeter ou les remettre dans les camions pour qu'on les jette en Pologne? Je pense que tout ça n'est plus d'actualité et une prise de conscience va se faire avec le temps, avec les générations qui changent, mais aussi avec les plus anciens qui ont été précurseurs dans cette dynamique, et puis avec la prise de conscience que nous avons tous sur la durabilité, sur l'environnement. Mais si on a moins de gens qui se déplacent, est-ce qu'ils vont se déplacer plus longtemps? Ça, c'est possible par contre. Il est possible que des événements soient plus longs et plus ciblés. C'est-à-dire qu'on va monter, par exemple, c'est un mauvais exemple, mais je le prends comme tel, un salon du livre, non pas pour 4 jours, mais peut-être pour 10 jours. Et le lundi, on va faire le polar, le mardi, les livres de cuisine, le mercredi, les livres pour enfants, etc. Donc, moins de gens en même temps, mais plus de durée et mieux ciblés, de façon à finalement permettre à celles et ceux qui ont un intérêt global à venir plusieurs fois ou celles et ceux qui ont un intérêt particulier à se déplacer qu'une fois en présentiel ou en virtuel. Et tout ça nourrit nos réflexions. D'ailleurs, on partage tout ça dans nos associations professionnelles. Comment est-ce que l'on va pouvoir mettre tout ça en musique de façon à pouvoir repartir et jouer ce rôle de promoteur économique endogène qu'est Palexpo, qui l'a été et qui, nous l'espérons, le sera toujours dans le futur. Voilà les quelques mots que je pouvais vous dire en préambule. Merci beaucoup, Claude. Je vous demande juste un instant d'allumer vos micros pour un applaudissement Internet à Claude Membray. Merci. Merci Claude. Alors, juste avant de passer la parole à nos futurs intervenants, évidemment, Genève qui depuis des centaines d'années vit du commerce notamment et des foires de cet historique, qui fait vivre aussi évidemment l'économie locale, l'hôtellerie et tout ce qui s'ensuit.
tu imagines que cela va se passer comment? Justement, on ne sait pas très bien quand on va pouvoir repartir, hein. Vous avez remarqué aussi que la Confédération donnait des crédits au tourisme. C'est très bien, c'est très très bien. Par contre, il faut savoir qu'à Genève, l'hôtellerie travaille beaucoup avec le tourisme d'affaires et notamment les foires et salons et les congrès. Donc, si on veut aider le tourisme, il faut aussi permettre à nos activités de pouvoir repartir et pas seulement tapisser les villes allemandes d'affiches pour leur dire de passer un week-end à Genève. Donc, tout ça est évidemment beaucoup plus compliqué et extrêmement diffus. Il n'y a pas de vérité ou de contre-vérité. Rien n'est juste, rien n'est faux. Simplement, effectivement, si l'on peut repartir, si l'on peut recommencer à travailler en respectant évidemment les normes sanitaires imposées par les collectivités publiques, eh bien, nous pourrons continuer à jouer ce rôle de promotion économique endogène. Aujourd'hui, eh bien, on est arrêté, on est à l'arrêt et ce n'est pas le cas, ce qui pénalise notre activité, certes, mais qui pénalise l'activité de quantité de partenaires et sous-traitants qui sont liés à notre activité. Merci beaucoup, Claude. Alors, Thomas Varane, constructeur de stands, si vous pouvez allumer votre micro. Oui, bonjour. Oui, bonjour Thomas. Alors bon, il va falloir se réinventer quand la principale occupation de l'entreprise est de construire des stands. Vous entendez aujourd'hui Claude Membré dire il va falloir se réinventer. Vous en êtes où? En fait, la difficulté, je crois qu'effectivement, elle est surtout dans l'incertitude. L'incertitude parce que on veut garder espoir sur le fait qu'il va y avoir des manifestations, même si ça va être par exemple des manifestations qui peuvent être plus locales. Je pense par exemple à la Cité des Métiers ou dans d'autres parcs d'exposition. Et c'est vrai que là, alors nous, on est une structure, on est constructeur de stands, donc on est une petite structure. Donc c'est vrai qu'on a pensé déjà à se renouveler, trouver d'autres activités, mais c'est vrai que on voit les nouvelles positives, qui ont été positives ces 30 derniers jours. Donc on a envie d'y croire. Donc c'est vrai que c'est toujours assez difficile. Donc là, les idées sont prêtes. Il faut appuyer sur le bouton maintenant pour trouver une activité complémentaire le temps d'eux ou sinon bifurquer. Mais on n'a pas non plus envie de… Quand on est passionné par tout ce qui est effectivement contact, les foires, les expositions, on n'a pas envie de lâcher ça comme ça. Vous avez une question pour Claude Membré, Thomas Varane? Pas en particulier pour l'instant. Non. D'accord. Merci beaucoup. Alors, cette semaine, on a appris que, évidemment, le salon de l'auto, c'était mort pour l'année prochaine en tout cas. Il y a une question de Magali Orsini. Magali, si tu veux ouvrir ton micro. Ancienne députée. Non, il faut ouvrir ton micro. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Monsieur Membré. Comme vous savez, moi j'ai toujours été très soucieuse du contrôle démocratique de Palexpo, même s'il a été transformé en société anonyme. Et je me souviens qu'à l'époque, vous nous avez dit que c'était surtout pour fidéliser certains clients, et en particulier le salon de l'auto. On vient de dire dans la presse que celui-ci souhaitait être racheté par Palexpo. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas enthousiasmé par cette idée. Donc, ils voudraient vendre à la fois leurs marques et leurs actions. Et une fois de plus, je me pose la question de savoir si c'est la direction de Palexpo, son conseil d'administration tout seul qui peut en décider, ou si ça prend une dimension politique plus importante. Merci Magali. Oui, alors, ça me fait plaisir de vous poser cette question. Madame Orsini, on en a parlé effectivement à plusieurs reprises. Vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. Tout ça est extrêmement compliqué. Alors, si vous voulez que je me lance dans l'histoire du salon de l'auto, je le fais volontiers. Le salon de l'auto est une fondation qui a été créée de tête en 1947 et qui organise le salon de l'auto depuis cette date à l'Ancien Palais, lui-même construit en 1926. Étonnamment, cette fondation gérait l'Ancien Palais qui appartenait à l'État. Donc, si vous voulez, le client, il gérait ce qui appartenait à l'État, ce qui est
particulier. On est en 1947. Dans les années 70, l'État de Genève veut utiliser ses terrains au centre-ville pour autre chose. Donc, elle achète la campagne Sarrazin-Vent-Saconnet et elle construit Palexpo. Et à cette époque-là, en 1981, donc le salon de l'auto déménage, mais il est important de dire aussi que l'État ne voulait plus qu'un client privé gère une infrastructure publique. Donc, une fondation a été créée qui s'appelait Orgexpo, les plus anciens s'en souviendront, et cette fondation Orgexpo a repris tout le personnel du salon de l'auto et a non seulement géré le site de Palexpo, mais en plus le salon de l'auto. Donc, si vous voulez, c'était plus logique comme ça qu'une organisation publique, finalement, gère une infrastructure publique. En 2004, il y a eu déjà des bisbilles entre le salon de l'auto et puis le canton. Donc, c'est pas à nouveau ces bisbilles. Un directeur du salon a été nommé pour gérer le salon de l'auto, mais tout le personnel était toujours employé par Orgexpo, qui est devenu Palexpo. Donc, si vous voulez, pour le salon de l'auto, qui a grandi d'année en année, tous les risques étaient supportés par Palexpo, et le sont encore maintenant. Enfin, maintenant, on parle un petit peu différemment, mais tous les risques étaient supportés par Palexpo pour le compte d'une entreprise privée. Ce qui est, à nos yeux, peu démocratique, comme vous le dites justement. Et toute cette histoire politique que vous avez pu découvrir dans les journaux vient de ça. Ça fait des années que Palexpo dit au salon de l'auto qu'il n'est pas juste que les risques soient supportés que par Palexpo, tant pour l'infrastructure que pour le personnel, et que les risques devraient être partagés. Donc, en aucun cas, comme on lit sur la presse, d'abord, il faut toujours se méfier de ce qu'on lit sur la presse, mais en aucun cas, Palexpo a voulu mettre la main sur le salon. En aucun cas, l'État a voulu mettre la main sur le salon. Ce n'est pas vrai. Durant ces dernières années, l'État et Palexpo ont toujours dit qu'il fallait qu'on partage le risque entre des infrastructures publiques que nous sommes et un client privé qu'est le salon de l'auto. Aujourd'hui, pour répondre de manière claire à votre question, on est dans une situation où le salon de l'auto a demandé de l'aide à l'État. L'État a répondu favorablement, mais a mis comme condition cette fameuse dynamique qui est sur la table depuis plusieurs années, comme quoi l'État devrait également participer à la conception de l'événement et à sa réalisation, et non pas être, l'État par sa fille Palexpo, non pas être seulement un sous-traitant. Parce que nous sommes aujourd'hui que des sous-traitants. Et dans la situation de l'annulation du salon à cause du virus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Palexpo qui a supporté tous les risques, encore une fois, les risques bâtiments, et on va perdre, nous, 25 à 30 millions cette année, parce qu'on supporte tous les risques. Et la Fondation supporte presque, alors aussi des risques, clairement, mais beaucoup moins de risques. Donc, pour la suite, est-ce que Palexpo va racheter le salon de l'auto 15 millions? Pour la petite histoire, on a découvert le montant en conférence de presse mardi après-midi. On n'avait jamais parlé de ça auparavant. Enfin, je vous laisse vous faire votre idée, Madame Orsini, mais 15 millions pour quelque chose qui n'a pas lieu et qui baisse depuis 5 ans, vous pensez bien que les négociations seront tendues. Et ensuite, pour la suite, pour 2021, est-ce qu'il y aura un salon en 2021? Eh bien, les organes décisionnaires que sont la Fondation, qu'est la Fondation avec l'association professionnelle auto-suisse, ne veulent pas d'événement en 2021. Donc, je vous laisse imaginer que s'ils ne veulent pas d'événement en 2021 et que tout le personnel est employé par Palexpo, on va faire quoi de tout ce monde? Donc, il faut absolument tenter un événement en 21 qui sera différent des événements passés. Il ne faut pas oublier que le Salon de l'Auto 2020, s'il n'y avait pas eu de virus, il était 35% plus petit que les salons d'avant. Donc, le modèle Salon de l'Auto, il était en baisse de toute façon. Paris a été annulé avant, Francfort a été annulé avant, le dernier c'était Genève, et le dernier de toute façon, sans virus, était beaucoup plus petit. Et encore une fois, les risques supportés par Palexpo, ce qui est à nos yeux inacceptable depuis plusieurs années,
C'est la raison pour laquelle, pour le futur, il va falloir négocier évidemment des montants, mais qui soient des montants raisonnables et pas des montants qui sortent d'un chapeau, et puis prévoir évidemment un événement 21, bien que les importateurs ne le souhaitent pas. Mais que disent les constructeurs? Que disent les entreprises qui sont actives dans la mobilité en général, que ce soit des fabricants de batteries ou de solutions innovantes en termes de mobilité, d'autres types de mobilité, des bus, des trams, des vélos, je sais pas, n'importe quoi finalement. Demain, on sait que la mobilité sera plurielle. Et notre objectif est de garder le momentum de mobilité à Genève en mars au niveau international et puis, bien évidemment, au niveau local. Mais pour arriver à cela, il faut effectivement passer par ce trou de souris qui est cette négociation avec des gens qui ont des prétentions qui sont inacceptables à nos yeux. Merci beaucoup pour ce complet panorama que j'aimerais peut-être compléter parce qu'on a eu l'occasion d'en parler. Claude et Guy, cela fait quelques années que l'idée d'un salon comme ça répétitif, il faut mettre ton micro. Non, il faut mettre ton micro. Claude et Guy, il faut mettre ton micro. C'est bon? Voilà, c'est bon là. Je sais qu'il y avait quelques idées qui circulaient par rapport au développement durable. Quid de ce salon? Tu veux intervenir? Oui, moi je suis ravi d'entendre Claude définir le concept d'un autre événement. Le concept du Salon Loto était déjà mort depuis plusieurs années. Et ce n'est pas le virus qui tue le salon. Et je suis ravi de t'entendre évoquer une approche qui est une approche mobilité et transport. J'étais encore l'autre jour avec Daniel Goedver, qui est le vice-président de la Fondation européenne FED, ancien patron de Volkswagen, qui a des années avait rencontré, au nom de la FED, avait rencontré un des prédécesseurs du Salon de l'Auto pour évoquer cela. Mais le Salon de l'Auto, les acteurs principaux du Salon de l'Auto ne réalisaient pas à quel point on cheminait dans une autre direction. Donc, ça, c'était une remarque. Puis l'autre remarque, est-ce que financièrement, Palexpo peut être en danger cette année? Est-ce que Palexpo a les moyens de résister? Il y aura un refinancement? Qu'en sera-t-il? Alors, je comprends bien qu'il y a toute une série d'incertitudes, mais les limites financières, les capacités financières de Palexpo quand même ne sont pas sans limite. Comment vois-tu cela dans les situations les plus difficiles? Parce qu'en somme, Claude, il faut une mobilisation, c'est une question, faut-il une mobilisation de Genève? Une vraie mobilisation de Genève, capitale de l'environnement, qui a toutes les organisations des Nations Unies à Genève, pour un événement qui est dans l'air du temps, qui est tendance et qui correspond à l'attente, à l'apaisement d'une société qui voudrait fonctionner autrement. Est-ce que c'est ça que tu peux appeler de tes voeux? Clairement, clairement. Alors pour la première partie de ta question, durant ces dernières années, Palexpo a bien travaillé, on a pris des dimensions stratégiques, le conseil d'administration a pris des dimensions stratégiques novatrices. On a réussi à consolider l'activité qu'est la nôtre. Souvenez-vous, Télécom part en 2003, plan social à Palexpo de 35 personnes, et depuis 2003, Palexpo a plus que doublé son activité. Donc oui, on a perdu Télécom, c'était terrible, tout le monde s'en souvient en 2003. Mais simplement, après, on est reparti. Et puis maintenant, j'aurais tendance à dire que oui, on va vraisemblablement perdre le salon de l'auto comme on l'a tous connu. Il n'aura plus jamais lieu. C'est un produit qui est désuet, qui aurait dû évoluer, qui n'a pas évolué pour 1012 raisons. On ne va pas attaquer le passé ou insulter nos prédécesseurs ou celles et ceux qui ont pris les décisions. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui était en perte de vitesse, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Mais Palexpo a fait des réserves durant ces dernières années. Alors oui, on a investi énormément dans les locaux, pour changer tous les luminaires, par exemple des halles, changer les luminaires, c'est des centaines de milliers de francs. Par contre, évidemment, c'est des centaines de milliers de francs d'économie à terme aussi, parce que ce sont des luminaires nouvelle génération. On a refait les locaux d'accueil, on a amélioré les cuisines, on a renforcé les toitures pour mettre une centrale photovoltaïque. On a fait beaucoup de choses, mais on a réussi aussi à faire des réserves. Donc oui, cette année 2020 est une année annus horribilis qui va nous faire perdre énormément d'argent. Mais si notre activité peut repartir,
gentiment dans les années futures, 21, 22, 23, on va s'en remettre. Vous avez aussi découvert la bonne nouvelle des horlogers genevois qui veulent rejoindre Watches and Wonders. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles qui vont dynamiser les manifestations horlogères à Genève. Dans un premier temps, 2021, bah, ça sera peut-être petit, mais à terme, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ça va aller mieux. Donc, Palexpo est sur une dynamique à moyen long terme. On ne doit pas faire de l'argent, c'est pas notre but. Notre but, c'est de faire travailler l'économie locale. Donc, oui, on a des problèmes maintenant, mais si notre activité arrive à repartir et on espère qu'un jour un vaccin va nous permettre de nous serrer dans les bras à nouveau, eh bien, on devrait repartir et on devrait pouvoir reprendre une activité normale avec une manifestation, par contre, automobile différente ou absente. On verra. Merci. Merci beaucoup, les Claude. Bon, les filles qui sont sur ce plateau vraiment vont regretter les jolies poupées assises sur les voitures, mais bon, on va s'en remettre. Petro Basilio, finalement aujourd'hui, heureusement qu'il y a eu les nouvelles technologies pour pallier à quelques petites activités, enfin grandes activités. Comment se présente l'avenir quand on traite des nouvelles technologies, justement? Alors oui, bonjour à tous. En effet, actuellement, avec cette période qui s'est passée, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une entreprise qui travaille dans les nouvelles technologies et une autre entreprise qui travaille dans le bâtiment. Et puis, je ferai juste après une petite aparté où mon épouse est directement impactée par ce qui arrive à Palexpo, parce qu'elle a monté un petit business l'année dernière. Et puis, de temps en temps, on fait des événements à Palexpo avec un petit food truck. Et c'est sûr que cette année, notre chiffre d'affaires de ce côté-là est au plus mal. Donc, elle a perdu tout son chiffre d'affaires depuis le mois de mars. Pour revenir un peu aux nouvelles technologies, c'est sûr que nous, depuis le mois de mars, nos équipes ont été, je dois dire, très sollicitées pour aider les gens à pouvoir télétravailler, à pouvoir avoir leur téléphone de bureau à la maison, leur numéro de téléphone de bureau à la maison, pour faire des vidéoconférences. Donc tout ça, c'est un mode qui fait que les gens aujourd'hui, on a dû à s'adapter très vite, parce qu'on parlait de cette digitalisation déjà depuis des années des entreprises. Là, on a dû le faire en 2-3 semaines. Donc, c'est clair que ça va changer les modes, nos modes de travail, nos modes de vie. Maintenant, je rejoins M. Membré. Moi, personnellement, j'ai testé aussi de rester à la maison le premier jour après le 16 mars, mais j'y arrivais pas. Et je suis venu travailler tous les jours. Alors, j'étais pareil, tout seul dans mon bureau pendant pas mal de jours. Mais voilà, on était là et puis il fallait faire avancer, gérer les équipes qui étaient à la maison et pouvoir coordonner un petit peu tout ça, donner de l'information. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo, hein. Les modes de travail, les modes de collaboration vont forcément changer. Et qui dit salon de l'auto, alors moi, j'étais à la conférence de presse la semaine avant l'annulation à l'hôtel Intercontinental de son directeur qui était déjà très sceptique à ce que ce salon ait lieu parce qu'il y avait déjà quand même des indicateurs importants. Et lui parlait déjà d'un changement qu'il fallait se renouveler, quoi qu'il arrive, qu'il soit annulé ou pas, qu'il fallait se renouveler là-dessus. Et puis, peut-être encore juste un petit commentaire. C'est sûr que par rapport à des stands, des investissements colossaux, de stands, construire carrément des buildings dans Palexpo, je pense que ça, aujourd'hui, beaucoup de sociétés vont y réfléchir. Qui sait, peut-être faire des stands tout en mur LED où on pourra faire afficher ce qu'on veut et puis les récupérer de salon en salon si ça continue. C'est un peu des choses qu'on voit aujourd'hui, tendance. Mais ouais. Tu as une question, Voilà. tu as une question précise pour j'avais la même question que Magali, puis par rapport à ce qu'on a entendu dans la presse, étant aussi un petit peu dans la politique en ce moment, et j'avais à peu près la même question par rapport à ça. Ça va faire objet, je pense, de débat dans les prochaines semaines. Donc voilà, merci. Merci Pedro. Claude, tu veux répondre ou j'avance Non, vas-y. Non, vas-y. Ok.
Alors, bon, qui dit changement dit formation et accompagnement dans le changement. On a deux personnes sur ce plateau, je dirais, qui sont concernées. Fabien Arevalo et ensuite Luc Heimendinger. Luc, pardon, je répète toujours ton nom. On y va dans cet ordre, Fabien et Luc après. Oui, merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors pour raccrocher au sujet du jour qui sont les expositions, nous c'est vrai qu'on est impacté différemment, c'est-à-dire qu'on utilise, nous les salons, comme aussi outil de notoriété, d'image, voire de prospection. Et on a appris malheureusement ce matin que le salon LEC était également supprimé. Et pour nous, ça veut dire aussi qu'il faut se réorienter, puisqu'on est partenaire du salon, on organise la conférence clé du salon marketing client qui se tient au sein du LEC. Et ça nous amène généralement entre 10 et 15 prospects chauds, on va dire. Donc, c'est ce qui m'inquiète aussi. C'est au travers de l'annulation de tous ces salons, notamment les salons B2B, les salons professionnels, c'est que c'est autant de prospects qu'on ne va pas avoir pour les 6 mois à 18 mois à venir et qu'il va falloir trouver autrement. Alors, nous, on va le faire autrement, mais voilà, il faut y penser, il faut l'intégrer dans sa stratégie et ça va être un peu plus complexe. Donc, voilà, il nous tarde que les salons reviennent. Parce qu'on les utilise aussi, nous, dans notre démarche prospective. Voilà. Luc? Oui, merci Enza, merci à vous tous, merci Monsieur Membret. Moi, je vais peut-être vous amener brièvement le témoignage d'un indépendant, d'un artisan. Je suis coach et médiateur et forcément, ma pratique a été très largement impactée puisque ce métier se nourrit de relations. Alors, en titre de bref préambule, mais vigoureux, j'espère que les salons vont rouvrir parce que ce sont de beaux lieux de rencontre et qu'ils sont nécessaires et utiles. Maintenant, pour ce qui concerne tous ces métiers de la relation, moi personnellement, je suis resté 4 jours, je crois, à la maison. Puis ensuite, je suis retourné rapidement dans mon cabinet en me disant que si je veux survivre économiquement, il va falloir proposer autre chose. Et là, ça a été un recours massif à l'Internet. Qui ne remplace pas la présence, qui ne remplace pas la rencontre en présence, mais qui vient se substituer quand on ne peut pas faire autrement et qui viendra vraisemblablement en complément. Et à ce titre, ça fonctionne puisque les accompagnements sous forme de coaching, de médiation de projet ont repris. Et d'autre part, nous sommes 5 médiateurs en train de terminer la rédaction d'un petit bouquin sur les aspects très spécifiques des réunions par Internet avec de quoi faut-il tenir compte, où faut-il être vigilant, comment garantir la sécurité et la confidentialité de ce qui se dit quand c'est nécessaire, etc. Donc ma réponse à cette question tout à fait fondamentale, c'est que si on veut continuer de vivre, il faut appliquer ce principe parfaitement darwinien, c'est que ce ne sont ni les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, c'est ceux qui arrivent à s'adapter. C'est ce que j'ai essayé de faire. Merci Enza. Merci Luc. Mais peut-être dans l'accompagnement de carrière, je vois qu'il y a Étienne Dufour, le plus dynamique de nos membres. Si tu veux allumer ton micro. C'est fait. Oui. Quelle question aimerais-tu me poser? Dans l'accompagnement volontiers. Ça de peut m'intéresser parce que nous faisons en général 5 séminaires par année en 3 sessions, hiver, printemps, automne. Et l'hiver a commencé au mois de janvier et on a fini ce lundi le dernier séminaire, il y en a 10 par session. On a réussi à trouver des locaux, à finir maintenant. Et alors, notre client principal, qui est l'Hospice Général, a décidé que, puisqu'il n'y avait pas eu le printemps, en automne, au lieu de 2 séminaires habituels, on va en faire 3. Ça veut dire qu'au pire des cas, on sera à 80%, mais je pense que grâce à nos activités clés communes, on va se tourner quand même à 100% cette année. Voilà un petit peu. Et peut-être pour votre indication, parce qu'elle est intéressante, puisque nous donnons des séminaires pour des chercheurs d'emploi, il y en a 2 sur 10 qui ont trouvé un emploi avant la fin de nos séminaires.
Donc, c'est encore possible de trouver des emplois. Il ne faut pas désespérer. Ce sont les chaises musicales. Il faut s'asseoir en vitesse. Merci, merci Étienne. Peut-être Claude, par rapport à ces trois petites structures ou indépendants qui comptent aussi sur l'activité de Palexpo, on a entendu Fabien et d'autres, hein, il faut se réinventer. Quels conseils tu pourrais leur donner? Oh mon Dieu, moi, je n'ai pas de conseils à donner. J'écoute, c'est intéressant. Et puis, on a tous ces problèmes devant soi. Et puis, pour trouver des solutions idoines à chaque activité particulière. Mais j'ai aimé un des intervenants dire à quel point les rencontres étaient importantes. Et évidemment, moi, j'y crois. Encore une fois, l'humain est un animal social. On doit se rencontrer, on doit s'apprécier, se détester, on doit argumenter, on doit s'aimer. Ou pas, et ça, au travers d'un ordinateur, c'est quand même différent. Et notre activité est faite pour ça, et je suis ravi que ce soit reconnu comme tel. Et si l'on veut pouvoir non seulement être promoteur économique endogène, mais également partenaire social, ou sociétal, eh bien, on est ravi de l'être. Merci beaucoup, Claude. Alors bon, salon, expo, qui dit ce type d'événement, évidemment, il y a l'événementiel dans la partie générale. Michel Yazigi, comment ça va chez toi? Bonjour à tous. Écoute, ça va. On est évidemment impacté aussi. Donc, c'est vrai qu'on est des victimes un peu collatérales de ce qui se passe. Nous, ce type de salon, on y intervient, mais on intervient aussi énormément sur tous les événements qui tournent autour du salon. Donc forcément, beaucoup de salons là ont été annulés et beaucoup d'événements liés au salon aussi. Je sais on espère, on a le salon de l'EPHJ, si je ne me trompe pas, qui est toujours d'actualité à la mi-septembre. Donc, on croise les doigts que je ne sais pas si M. Membray a des nouvelles, mais normalement, il me semble qu'il devrait, on espère qu'il se tiendra en septembre. Et autre question, si j'ai bien compris, on peut espérer qu'il y aura quand même un salon. Donc, on a compris la situation du salon de l'auto, mais un salon autour de la mobilité, peut-être plus petit, qui pourrait avoir lieu à Palexpo en 2021? Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis, moi, un peu surpris qu'on baisse les bras avant de se bagarrer pour garder sa place. Dans le monde des salons, si on laisse tomber une date, il est extrêmement difficile de garder sa place sur le marché. Donc, un salon qui ne se fait pas une année, eh bien, en principe, il disparaît. Et celles et ceux qui disent on va laisser passer, bon, à part évidemment les mesures exceptionnelles que nous avons vécues cette année, mais d'une manière générale, un événement qui ne veut pas se faire, eh bien, c'est un événement qui ne se fera plus jamais. Donc, étant donné qu'on a déjà perdu un salon de l'auto cette année avec le virus, si l'on veut garder le momentum, la date, l'habitude, si l'on veut garder la pression sur le marché et puis l'intérêt de celles et ceux qui souhaitent y participer, ben, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose sera clairement différent. Vous l'avez compris que le salon de l'auto était déjà en difficulté. L'événement sera clairement différent. Il sera clairement plus durable. Il va clairement intégrer des notions de mobilité en général dans les villes, les smart cities par exemple, comment est-ce que les villes peuvent interagir avec la mobilité des humains. Par contre, évidemment, l'intérêt, il est au niveau international, au niveau local, parce qu'une manifestation, elle a deux dimensions. Elle a une dimension évidemment thématique, mais également une dimension géographique. Et dans nos réflexions, il faut que l'on intègre ces deux dimensions. Si je peux me permettre, Enza, et est-ce qu'on a plus de nouvelles par rapport à l'EPHJ ou c'est comme actuellement le salon est maintenu? Non, alors on a décidé il y a 15 jours de garder le salon, on a communiqué comme tel. En principe, il devrait avoir lieu.
Mais évidemment, ça va dépendre là non pas de la présence ou pas d'exposants ou de visiteurs, mais ça va dépendre des normes sanitaires. Aujourd'hui, vous savez qu'on peut faire des événements jusqu'à 1000 avec des paquets de 300. Donc, on doit pouvoir identifier 300 personnes. Donc, dans un salon, c'est juste impossible d'identifier 300 personnes. Donc, ça, c'est jusqu'à fin août. Et nous espérons que le Conseil fédéral annonce, ou le canton, vu que les cantons ont repris la main, le canton annonce des mesures différentes pour les salons. Qu'y a-t-il, à votre avis, comme différence entre Balexer, qui est ouvert, et puis un salon? Je me suis rendu à Balexer il y a, je ne sais plus quoi, 15 jours ou 3 semaines. Les parkings sont pleins, les restaurants sont pleins, les magasins, il y a des gens dedans, il y a des vendeurs, des vendeuses, on a des masques ou pas de masques, ça ne change rien. N'empêche que Balexer, c'est comme un grand salon finalement. Alors pourquoi les centres commerciaux peuvent ouvrir et travailler et pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Et ce que je vous disais avant, des montants donnés aux offices du tourisme, c'est très bien, mais par contre, ça n'est pas la panacée parce que beaucoup d'événements professionnels qui ont besoin de l'hôtellerie pour pouvoir travailler, s'ils pouvaient ouvrir, eh bien, pourraient également dynamiser le tourisme d'affaires à Genève. Et ce n'est pas Enrico qui va dire l'inverse. Merci. Merci beaucoup. Alors, André Bonnier, directeur de Pôle emploi de l'autre côté, Genève éternue, évidemment, la frontière sans rhume. Comment sens-tu ce manque des salons? Parce que vous êtes évidemment bien impacté de l'autre côté de la frontière aussi. Oui, eh bien, merci Enza, merci Monsieur le Directeur Général. J'ai beaucoup apprécié et appris de votre expérience. Naturellement, je suis très peiné par ce qui se passe, puisque moi-même, je suis entre guillemets un client régulier de Palexpo. Je vais régulièrement sur les différents salons professionnels pour rencontrer mes partenaires, mes clients, etc., qui m'aident aussi par ailleurs à organiser le modeste événement que je réalise chaque année à la Technopole d'Archamps, qui n'aura d'ailleurs pas lieu non plus cette année. Et là aussi, ça m'oblige à repenser le modèle. On me demande d'aller sur une version 100% web. Alors, je ne sais pas ce que ça produira. En tout cas, je vais repartir quasiment d'une page blanche en essayant d'émettre un petit peu de nouvelles idées pour un nouveau projet. Alors, évidemment, je suis bien conscient que tout ça, ça pénalise grandement l'économie locale, tous ces emplois qui n'auront plus lieu d'être. Je pense notamment à tous les gens qui montent, démontent les stands, etc., tout au long de l'année. Je m'interroge sur le fait… alors, moi, j'aime beaucoup le salon de l'auto. Je crois que j'en ai raté aucun depuis que je suis adulte, enfin majeur. Et je me dis, bon, est-ce que la marque risque de disparaître? Est-ce que ce salon risque de partir à l'étranger? Auquel cas, ça serait là aussi des conséquences fâcheuses, notamment pour les hôteliers et autres. Et puis, qu'en est-il de la rentabilité d'un complexe? Monsieur Montbray, vous êtes à la tête d'une superbe infrastructure, mais qu'en est-il en termes de rentabilité? Parce que déjà, quand les salons fonctionnent bien, j'imagine que ça doit être compliqué d'équilibrer les comptes. Alors, lorsqu'ils n'ont pas lieu, comment ça se passe? Comment vous pouvez compenser, même si la sphère publique, j'imagine, est présente derrière, mais vous êtes au cœur aussi d'un vrai business. Donc, voilà, comment est-ce que vous arrivez finalement à équilibrer ou pas, d'ailleurs, le compte d'entreprise? Bon, jusqu'à maintenant, on s'en est sorti plutôt bien. C'est comme je vous le disais tout à l'heure. L'activité de Palexpo, c'est environ 100 millions de chiffre d'affaires. C'est un EBITDA d'environ entre 15 et 20%, dépendamment des années. Donc, c'est d'immenses amortissements comptables pour amortir la maison, finalement. Nous sommes propriétaires de la maison et nous payons un droit de superficie au canton. Donc, jusqu'à maintenant, la rentabilité était suffisante, finalement, pour pouvoir nous permettre de continuer à investir et de garder ce bâtiment en bon état pour les décennies à venir. Évidemment, maintenant, avec ce virus qui vient perturber cette exploitation, ça va devenir un peu plus compliqué. Alors, à court terme, en 2020-2021, on va s'en sortir, mais si on ne peut pas continuer à travailler, il faudra peut-être imaginer d'utiliser les locaux différemment. À l'instar de ce qui se fait déjà dans d'autres villes, hors Covid. Vous avez vu à Lausanne, le tribunal du sport et la clinique de la Source vont utiliser quelques dizaines de milliers de mètres carrés du palais de Beaulieu. Le palais de Beaulieu va désaffecter ses halles également au nord du complexe pour construire un pôle de l'innovation, vraisemblablement.
Donc, le palais de Beaulieu va diminuer de surface d'environ 60-70%. Nos collègues à Bâle, eh bien évidemment, avec le salon horloger qui a de la peine, eh bien, vont aussi désaffecter environ la moitié de leur bâtiment. Si on va plus loin, Hanovre, c'est pareil. Hanovre a 500 000 mètres carrés. Aujourd'hui, ils vont désaffecter vraisemblablement le tiers de leur surface. Aujourd'hui, chez nous, ça n'est pas encore le cas. Bien que la taille du bâtiment soit dimensionnée pour le salon de l'auto, ça n'est pas encore le cas, mais ça pourrait le devenir si tout tourne mal. Mais on n'en est pas là et je n'ai pas du tout envie de penser à cela. Oui, merci Claude. Déjà pour cet optimisme, je crois qu'on en a réellement besoin. Alors Sébastien Yette, toi tu ouvres une entreprise de transport fin 2019 en plein Covid. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu peux allumer le micro? Alors, voilà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je suis connecté avec le téléphone en termes d'audio? C'est bon? Je t'entends très bien. Oui, écoutez, bonjour. Effectivement, alors moi j'ai repris une entreprise de transport qui s'appelle lecar.ch et qui avait la chance d'être déjà partenaire très proche de Palexpo depuis de nombreuses années, notamment pour le salon de l'auto, qui est un gros contrat. Et effectivement, je me pose un petit peu la question, d'un côté, pendant 20 ans avant de reprendre cette entreprise, j'étais justement chez des constructeurs automobiles et j'ai encore un bon réseau dans les différents constructeurs automobiles et tous sont vraiment unanimes pour dire s'il doit rester un salon de l'auto en Europe, c'est Genève. Parce que c'est celui qui, d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue neutralité, est vraiment le préféré. Et accessoirement, qui est budgétairement, a priori, plus abordable, un peu plus abordable que Francfort ou Paris. Mais effectivement, je rejoins M. Membré, je me pose la question de comment faire pour intervenir rapidement et pour éviter qu'après 2 années consécutives d'arrêt et avec déjà une tendance sous-jacente aux événements virtuels et aux constructeurs qui font leurs propres événements en monomarque, comment faire pour très vite réagir et très vite apporter une différenciation qui fasse que les constructeurs automobiles et les clients se disent oui, il y a vraiment une plus-value à faire ce salon de l'auto et à le faire à Genève. Oui, je ne peux malheureusement pas vous répondre, j'en sais rien. Je constate que vous avez peut-être raison dans le fait que Genève avait une position, on va dire, concurrentielle, un peu favorable par rapport à Paris et Francfort. Francfort qui d'ailleurs n'existe plus, ça sera à Munich maintenant. Mais il n'en demeure pas moins que ce type de modèle, à mes yeux, est dépassé. Et ça ne se passera plus comme ça. Les directeurs, les directions marketing des marques automobiles sont aujourd'hui tenus par des gens qui ont entre 35 et 40 ans. Essayez d'imaginer qu'un stand au Salon de l'Auto de Genève, ça coûtait entre 5 et 10 millions. Ils font 2-3 salons en Europe par année. Vous imaginez le montant d'investissement. Et ces gens qui sont nés avec Internet, qui sont nés avec un téléphone dans la main, voire greffé sur leurs oreilles, imaginez ce qu'ils peuvent faire avec ces montants. Donc, ces personnes sont aux manettes des directions marketing et ils vont vouloir faire autre chose, autrement, différemment, indépendamment des pressions politiques aujourd'hui sur les épaules des constructeurs automobiles. Merci beaucoup. Complètement d'accord. Merci. Rico, tu veux dire quelque chose? Il faut mettre ton micro. Enrico. Oui. Voilà. Bonsoir. Salut Claude. Évidemment, excusez-moi d'être arrivé un peu en retard, mais ça m'attriste un peu de savoir ce qui se passe avec le salon de l'auto. Mais Claude, je crois il y a 4 ou 5, même 5 ans, on en parlait déjà et on savait que c'est le salon de l'auto allait devoir changer. Je l'ai vécu avec le comptoir suisse à Lausanne. Vous savez ce qui en est arrivé. Et aujourd'hui, je pense, comme a dit Claude, les constructeurs et puis les gens qui organisent ces salons sont les gens de marketing, pensent différemment. D'ailleurs, nos collègues de Barcelone, juste pour le World Mobile Event, qui il y a encore 4 ans, a attiré 45 000 participants, donc du B2B,
mes collègues de Barcelone ne savent pas si le World Mobile Event va encore continuer. Par contre, ayant travaillé et essayé de vendre pendant 30 ans Genève, je pense que les deux grandes villes qui souffrent énormément, qui ont beaucoup de capacités, qui sont Bâle et Genève, je dirais que le Conseil fédéral et tout le Conseil fédéral devrait être beaucoup plus actif à postuler et emmener des événements. Bon, Claude ne va pas être très content parce que c'est des événements que nous avions déjà emmenés à l'époque, comme le Congrès mondial du sida, le Swift Saibos, les assises sur l'environnement, et ce sont des événements où on a besoin du soutien politique. Et je peux vous dire que, oui, la COP, par exemple, la COP 21, elle va à Glasgow parce que le gouvernement suisse n'a pas eu le courage d'emmener un tel événement. Et je pense qu'il y a encore énormément de possibilités à songer, mais évidemment, ça ne remplacera pas un congrès. Et la troisième chose, Genève cherche un lieu pour une patinoire. Peut-être que la Halle 6 pourrait se transformer en une patinoire moderne. Merci beaucoup, Enrico. J'ai promis à Claude Membré qu'on terminait à 18h. Il est 18h. On a encore deux petites choses. La conclusion de Monsieur le Directeur Général de Geneva Palexpo et la photo déjantée. Claude, c'est à toi pour la conclusion. Oui, merci. Merci encore une fois et merci Enrico pour ton propos. Je partage totalement l'avis d'Enrico qui connaît très bien cette dynamique. Nos autorités préfèrent donner de l'argent à Suisse Tourisme pour faire de la promotion touristique à l'étranger plutôt que de soutenir des événements qui pourraient dépenser de l'argent dans notre pays. Et ça, c'est une dynamique qu'on a avec Enrico depuis plus de 20 ans que je le connais et c'est impossible à faire changer cette mentalité-là. C'est hallucinant. On a essayé avec Enrico, toi tu l'as essayé tout seul, moi je l'ai essayé aussi tout seul. On n'arrive pas et c'est complètement hallucinant de penser ça. Il est tellement plus logique d'aider à l'organisation d'un événement en Suisse qui va dépenser de l'argent en Suisse plutôt que d'aller tapisser les affiches de Francfort, de Cervin et puis de Jeddo pour dire aux gens qu'il faut venir en Suisse. Bref, cette discussion, elle est sans fin et puis c'est pas le but de ma conclusion. Par contre, Enrico a aussi mis sur la table l'idée d'utiliser les surfaces de Palais Expo pour faire des patinoires. Pourquoi pas? Je vous rappelle que la mission de notre exploitation, elle est différente. Elle est de jouer un rôle de promotion économique endogène. Alors, si les événements ne peuvent pas repartir dans 5 ou 10 ans, il faudra peut-être se poser ce type de questions, mais à court terme, je pense qu'il est prématuré de réfléchir de la sorte. Palexpo est dans le monde éphémère. Une patinoire, c'est un monde qui va durer pendant 30 ans. Donc, c'est des décisions qui doivent être prises plus tard. On n'en est pas encore là, Enrico. Surtout pas la 6. À la limite, la Halle 7, on peut commencer à discuter, mais surtout pas la 6. En termes de conclusion, simplement vous réitérer notre souhait de pouvoir assurer et assumer la mission qui nous est assignée par la loi qui a régi la construction de Palexpo, à savoir être au service de la population régionale, à savoir faire rayonner le nom de Genève en Suisse et dans le monde, et puis de dégager de l'argent sur l'économie régionale, le tout en autonomie financière. Vous savez que Palexpo ne reçoit pas de subvention. Pour cela, il faut pouvoir repartir avec nos activités, remettre le bateau sur la mer, rappeler tous les petits marins à leur poste ici de façon à pouvoir assumer cette mission. Nous sommes prêts, je suis prêt personnellement à le faire, à se bagarrer dans ce monde de requins pour pouvoir encore une fois développer l'activité et permettre à toutes celles et ceux liés à notre activité de pouvoir aussi travailler. Mais ça, c'est un travail d'équipe. Il faut que les autorités sanitaires comprennent qui nous sommes. Nous ne sommes pas très différents de Balexer et nous sommes très différents d'un match de foot. C'est pas facile, on fait du lobbying, mais c'est pas simple. Et puis, si vous pouvez tous, dans vos activités, nous soutenir également et parler de nos activités qui devraient pouvoir repartir, bien,
je pense que je vous en serai éternellement reconnaissant. Merci en tout cas de m'avoir invité avec vous cet après-midi. Merci d'ouvrir au micro pour un chaleureux applaudissement pour le dynamisme et le positivisme de Claude Membré. Merci beaucoup. Ben, ça fait du bien, Claude. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous vous sentez de faire la photo déjantée? C'est celle-ci qui ira sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe. Comme vous voulez, mais le plus fou possible, si vous arrivez. C'est Julien que je remercie, évidemment, pour toute son assistance de prendre la photo. 1, 2, 3. Je vous dis tout de suite si c'est bon. C'est bon. Formidable. Et puis, en ce qui concerne le cercle, hein, nous avons dû nous adapter, enlever le présentiel pour vous proposer 2 événements par semaine, vous le savez bien. En septembre, on reprendra le présentiel si le Covid nous le permet, mais automatiquement, nous aurons à chaque fois, que ce soit à Genève ou sur les antennes, il y en a 2 ou 3 même qui ouvriront dès septembre. Nous avons Grenoble et Fribourg qui viennent étayer les 5 autres antennes que nous avons déjà ouvertes. Évidemment, nous ferons du présentiel et nous ferons du digital pour que le plus de monde possible puisse être au courant de ce qui se passe ici ou ailleurs. Julien, tu as les petits slides? Les 2 prochains, voilà. Alors, lundi, je vous incite à suivre cette conférence qui est ouverte, Relations USA-Europe. Je t'aime, moi non plus. On a 3 experts vraiment calés en la matière. On va essentiellement tenter de ne pas trop parler politique, mais essentiellement économie, avec Roberto De Primis, que vous avez peut-être déjà entendu à la RTS. Il est politologue, il est spécialiste des USA. Chloé Maurice, que nous avons pu avoir au niveau de sa présence, elle est à Bruxelles. C'est elle qui parle de toutes les questions trade de la Chambre américaine de commerce auprès de l'Union européenne. Et Ed Schneider, que peut-être vous connaissez, il est à Genève le président de l'American International Club. Voilà, ça c'est lundi. Je vous propose vraiment d'y assister, ça va être pas mal. Dans les mercredis, face à face, on en aura encore 2 avant de prendre la pause estivale. Romain Durier, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse. La Suisse reste-t-elle attractive pour les investisseurs français? C'est une question que l'on doit aujourd'hui se poser, qui est intéressant de débattre. Voilà, merci Julien. Merci encore Claude Membré, c'était formidable de ta disponibilité. À toutes et à tous, je vous vois lundi ou bientôt. Oui, encore un petit travail. Merci de répondre à ce petit sondage satisfaction. N'hésitez jamais de nous envoyer par mail, par message, tout ce que vous ressentez, vos propositions, vos critiques, c'est celles-ci qui vont nous faire progresser et prendre les bons trends. On en a vraiment toutes et tous besoin. Vous avez été formidables, merci encore. Si vous avez répondu au sondage, je ne peux que vous dire au revoir. Bye bye Inza, merci. À lundi, à mercredi. Bye. Claude, merci encore. Merci, à très bientôt. À très très bientôt. Merci, à bientôt. Merci Enza. Au revoir, merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.